Nous avons un agrégat de crise qui, désormais, depuis presque 5 ans, tourne en boucle, mais avec une focalisation extrêmement forte sur 2 théâtres majeurs. Le premier, évidemment, c'est la Syrie, avec la guerre civile et la concentration des combattants étrangers qui s'est cristallisée en l'espace de quelques années, puisqu'on considère qu'entre 25 et 30 000 combattants étrangers appuient l'action de Daesh en Syrie, essentiellement. Et bien entendu, c'est les pôles de crise que l'on trouve au Sahel avec Al-Qaïda au Maghreb islamique et ses épigones, les différents mouvements, Mudjao, le groupe de Mokhtar Belmokhtar, et désormais la situation libyenne où Daesh essaye de mettre un pied finalement en réutilisant les vieux réseaux de Kadhafi et les tribus qui ont été les perdantes finalement de l'effondrement du régime. Donc cet ensemble-là, auquel il faut rajouter un peu plus bas Boko Haram sur l'Afrique de l'Ouest, crée un ensemble chrysogène qui appelle la violence d'une part et qui, pour le coup, au Proche-Orient essentiellement, attire les jeunes Européens pour une aventure, entre guillemets, aventure mortifère, mais dont ils ont le sentiment d'y trouver une réalisation. Les différentes analyses et études qui ont été faites sur les djihadistes en Europe et en France notamment, bien qu'on ait de ce point de vue-là du retard sur ce travail dans notre pays, montrent qu'on est essentiellement confronté à une crise d'identité d'un certain nombre de jeunes pour lesquels d'ailleurs le milieu social commence à ne plus vraiment être représentatif, c'est-à-dire de jeunes musulmans en rupture de banc qui peuvent venir des banlieues, mais de familles de toutes origines, la province notamment dans le Languedoc où l'on voit cette émergence entre Fumel, Lunel, Montpellier de jeunes en recherche, et où les zones de l'île Robert-Tourcoing par exemple, et bien sûr la région parisienne, qui sont les trois sites, on va dire, les plus importants en termes de recrutement. Donc des jeunes en crise d'identité, aux origines sociales très variées, de la classe moyenne à la classe la plus éduquée et la plus riche, déconvertis entre 25 et 30% pour le coup, donc pas de lien direct avec l'islam familial au départ, des femmes 30% désormais, qui est un chiffre en progression constante, et donc quelques éléments qui aujourd'hui nous donnent non pas un profil mais une forme de schéma directeur du djihadiste potentiel, qui est le sentiment d'une injustice faite à lui-même et à l'islam, la théorie du complot comme structure psychologique qui va présider au fait que le mensonge étant partout chez les hommes politiques et dans les médias, il faut trouver la vérité ailleurs, l'humiliation ou le sentiment d'humiliation individuelle ou collective qui en ressort, et le fait que la vengeance, donc la revanche plutôt, devient légitime puisque l'humilié va renaître dans le combat et dans la violence. Et dernier point, évidemment, l'élément du recrutement à travers le groupe confrérique qui va l'amener, une fois qu'il sera passé par Internet, les sites complotistes et la reconstitution de l'islam que l'on va retrouver sur les sites djihadistes, une reconstitution complètement élaborée et n'ayant aucun lien ténu avec l'islam classique, eh bien, le groupe confrérique qui va le tirer vers le djihad dans un processus qui désormais est très rapide, très peu de connaissances théologiques, une décision, un départ. Le travail à la fois sécuritaire et policier ne suffit pas. Le travail
de l'armée ne suffit pas. Aujourd'hui, nous avons, d'après le Premier ministre, 10 000 fiches S, c'est-à-dire jeunes identifiés comme ayant un lien avec le djihad et l'islamisme radical, et les signalements par le biais des différents moyens que l'UCLAT, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, a à sa disposition montrent que depuis l'affaire du 13 novembre, autour de 8000 signalements ont été effectués. Donc ça se recoupe. On voit très bien, si vous voulez, que par rapport à ça, le nombre laisse, et bien entendu, l'observateur particulièrement inquiet parce que les services de police se sont confrontés au suivi de ce qui représente aujourd'hui un nombre insupportable par rapport aux moyens mis en œuvre. Il y a encore 10-20 ans, les candidats à l'islam radical étaient une poignée, sont passés à une centaine, tout ceci était parfaitement gérable. Aujourd'hui, les moyens de police touchent leurs limites, certainement, ce qui veut dire qu'il faut à la fois rentrer dans le recrutement de gens qualifiés, pouvant travailler réellement sur le renseignement. Aujourd'hui, pour répondre à l'urgence, on a embauché un peu tout le monde, hein, donc il faut revenir à du spécialiste de renseignement. Il faut rentrer là aussi dans une dimension européenne parce qu'on ne va pas y arriver tout seul. On voit très bien à travers les réseaux belges, Molenbeek, mais également l'Allemagne où un attentat majeur a été démantelé et les réseaux britanniques que l'européanisation du djihad est une réalité. Idem pour d'ailleurs l'Espagne, mais également pour le Maroc, là aussi, où les derniers événements montrent qu'un attentat majeur impliquant un Français au moins a été démantelé, et là aussi la filière Maroc, Espagne, France est une réalité. Donc une véritable coordination des moyens de renseignement qui dépasse le stricto sensu l'Union européenne pour rentrer dans une logique euro-méditerranéenne, pour le coup, hein, et bien sûr le travail de proximité qui a été d'une certaine manière ces dernières années sacrifié par rapport aux moyens techniques. On a fait de phénoménaux progrès en matière d'écoute, de suivi de l'Internet. Il faut revenir aux bonnes vieilles méthodes de ce qu'étaient autrefois les renseignements généraux, évidemment ramenés à la modernité dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est-à-dire le renseignement de proximité, le suivi des filières, et ensuite l'action et l'intervention, l'action judiciaire bien entendu, et l'intervention quand elle est nécessaire.